Bonjour à tous, rebonjour pour la suite du cours sur la nature. Donc pour rappel, hier nous nous sommes arrêtés dans la première partie intitulée Nature et culture. Et donc nous avons mené le premier premier temps de cette première partie, qui était donc un travail définitionnel qui nous a permis de compléter un tableau que du coup vous avez dû normalement pouvoir consulter en version PDF puisque je vous l'ai mis dans la foulée sur l'ENT. Donc nous reprenons et donc nous passons à la deuxième sous-partie, puisque je vous avais annoncé qu'il y en aurait trois. Donc deuxième sous-partie de ce grand 1. Cette fois, aujourd'hui, nous allons nous demander jusqu'où nous sommes des êtres de nature et à partir de quand et jusqu'où nous sommes des êtres de culture. Donc il y a ici une idée très forte qu'on va beaucoup illustrer aujourd'hui, qui est le fait qu'il y a en nous un mélange des deux. Et donc on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc pour commencer, évidemment, ce que vous expérimentez tous quotidiennement et qui va singulièrement compliquer en fait notre vie quotidienne en tant qu'être humain, c'est que pour répondre au célèbre sujet « Sommes-nous des animaux comme les autres ?», on pourrait dire que quelque part, oui, nous sommes des animaux comme les autres, puisque une bonne partie de nos comportements dépendent de facteurs qu'on pourrait qualifier de naturels, innés et purement instinctifs. Alors on peut faire ici référence, c'est assez facile, à ce fameux test qui est fait sur les nouveau-nés lors de leur première heure de vie et qui consiste justement à tester leurs réflexes, leurs instincts qui sont liés à un programme de survie. On pourrait prendre comme exemple le fait que le bébé humain va téter de manière totalement instinctive, comme tous les autres mammifères. On n'a pas besoin de lui apprendre à prendre le sein ou le biberon. Il va aussi avoir un certain nombre de réflexes au niveau évidemment respiratoire. Il va pleurer de manière instinctive. Il va également avoir un réflexe de marche qui va être d'ailleurs perdu ensuite pendant les jours qui suivent la naissance, qui fait que quand il s'agrippe, d'ailleurs ça c'est un autre réflexe de s'agripper avec ses mains, ses doigts en serrant fort et qu'on le soulève, il a le réflexe de la marche. Alors tout ça, ça fait partie d'un programme instinctif qui fait que comme tous les animaux, nous sommes soumis à ce qu'on pourrait appeler une hérédité, comme on le disait hier dans le tableau, d'ordre biologique, qui va déterminer un grand nombre de nos comportements au quotidien, un nombre si grand que souvent, et c'est là qu'on peut énormément gagner à mieux se connaître, nous ne nous en rendons même pas compte. Tout comme hier, on évoquait le fait que nous clignons un nombre immense de fois chaque jour nos paupières, les paupières sans même s'en rendre compte, qu'en permanence, là, vous êtes en train, par exemple, de respirer de manière réflexe, par automatisme. Combien y a-t-il de comportements en nous qui sont d'ordre donc instinctif, spontané, naturel, qui font en grande partie ce que nous sommes et que nous ne décryptons pas toujours. Alors c'est l'une des réflexions qu'on va retrouver dans le cours sur la liberté, quand on va se demander jusqu'où justement nous sommes programmés et à partir de quand nous pouvons revendiquer vraiment une liberté propre. Donc nous sommes influencés par tout un tas de comportements héréditaires qui finalement nous viennent de nos parents, qui nous viennent par voie génétique, physiologiquement, tout comme on n'a pas choisi la forme de son nez, on a souvent hérité du nez, du nez de nos ascendants. Et bien au quotidien, nous sommes donc soumis à tout un tas de comportements qui sont inconscients. Donc vous devinez que c'est également des réflexions qu'on va retrouver dans le cours sur l'inconscient, qui va venir après la conscience, qui va venir justement après la nature. Et donc, du coup, ici, ça va nous amener à nous interroger sur la part en nous de naturel, et ces conflits possibles avec le culturel. Alors pour illustrer ça, je vais prendre un ou deux exemples en m'appuyant, comme j'aime bien le faire, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure dans l'année, sur des expériences d'ordre scientifique. La première expérience à laquelle je vais faire référence, c'est la célèbre expérience dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, je la cite dans d'autres de mes vidéos pour ceux qui sont allés faire un tour déjà sur certaines d'entre elles. C'est l'expérience du siège vaporisé de phéromones. Donc l'expérience est assez simple. Dans une salle d'attente à public féminin, imaginez par exemple une salle d'attente de gynécologie, on vaporise l'un des sièges avec du phéromone masculin.
Et avec une caméra évidemment cachée, on observe le comportement des femmes dans cette salle d'attente et on constate que les femmes vont majoritairement, très majoritairement, en fait les contre-exemples sont même assez rares, s'asseoir sur le siège qui a été vaporisé de phéromones masculins. Alors ce qui devient vraiment intéressant, c'est la réponse faite par ces femmes lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont choisi ce siège, puisqu'évidemment aucune n'a conscience du fait qu'il y a eu une attraction par un phéromone, sachant que les petits capteurs que nous avons dans le nez, tout en haut du nez, et qui captent les phéromones et qui nous font réagir en conséquence, sont d'ordre inconscient. À aucun moment quelqu'un va se dire je capte du phéromone masculin. En fait ça se fait de manière réflexe, et donc ces femmes trouvent toutes une bonne raison d'avoir choisi le siège. Elles pensent s'y être mis parce que c'était à côté de la plante verte, en face de la porte, qu'il y avait un magazine agréable, que c'était près de la fenêtre. Aucune n'a vraiment conscience de ce qui a motivé réellement son choix pour ce siège. Et du coup, il y a une vexation qui peut apparaître lorsqu'on leur révèle le vrai motif de ce choix. Et c'est là qu'évidemment, on aura à y repenser. Vous verrez, on fera à l'aide d'un philosophe intéressant qui s'appelle Spinoza, dans le cours sur la liberté. En tout cas, ça pose la question de savoir combien de fois, effectivement, nos comportements comme ça sont purement instinctifs, automatiques, naturels, sans même qu'on s'en rende compte, et de quelle manière ça peut rentrer en conflit avec d'autres comportements plus culturels. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, celui de l'attraction par les phéromones, je vous renvoie à la conférence sur l'amour, le passage sur qu'est-ce que tomber amoureux, puisque la science a beaucoup à nous apprendre sur cette question de l'attraction physique et des pièges de ce qui peut sembler être de l'amour et qui n'en est pas. Donc voilà, ce premier exemple peut être complété par un autre. Donc là je fais référence à une deuxième expérience scientifique non moins intéressante, et qui moi m'avait même complètement bouleversée quand j'en avais entendu parler, qui est celle des t-shirts. On demande à 3 femmes, en fait on renouvelle, on demande à des femmes, pardon, on renouvelle la chose de manière très très large, comme toujours dans les protocoles scientifiques, de choisir parmi 3 t-shirts qui ont été portés par 3 hommes différents, dont évidemment elles ne voient ni le visage, ni elles n'ont aucune information. Ces t-shirts ont été portés par ces hommes pendant quelques nuits, donc ils se sont imprégnés de leur odeur corporelle, de ces marqueurs donc identitaires que sont les phéromones, et ont été placés dans des sacs plastiques zippés. Donc les femmes ouvrent un sac, sentent un t-shirt, recommencent 2 fois, 3 fois, et donc se retrouvent avec un choix à faire parmi les 3 t-shirts. Alors la plupart disent « je ne sens rien ». Et je ne sais pas comment choisir. On leur dit de suivre simplement leur instinct. Et là, c'est quelque chose de totalement fou, qui va sûrement vous épater comme moi et vous faire sentir presque troublé par la leçon qu'il y a à en tirer. Ce que révèle cette expérience, c'est que chaque femme choisit instinctivement celui des 3 t-shirts qui a été porté par l'homme qui a le système immunitaire le plus complémentaire du sien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous un programme instinctif qui nous fait choisir, préférer de manière olfactive et inconsciente ceux ou celles avec lesquels l'espèce a intérêt qu'on aille procréer pour mettre au monde des bébés les mieux immunisés possibles pour la survie de l'espèce. Donc, évidemment, il y a beaucoup à tirer de ça. Jusqu'où sommes-nous manipulés par des fils invisibles qui fait de nous des pantins au service de la reproduction de l'espèce? Et à partir de quand est-ce qu'on peut, justement, en prenant conscience de ça, c'est tout l'intérêt de la démarche de la science et de la philosophie, eh bien, essayer de s'en libérer partiellement, puisque évidemment, fonder un mariage sur une union sur de tels critères, ça pourrait être voué non pas au plus grand bonheur, mais au plus grand malheur, même si l'espèce en est très contente. Ici, nous avons fait référence à 2 expériences scientifiques qui toutes les 2 permettent d'illustrer les comportements naturels, instinctifs, qui sont en nous quasiment de manière réflexe, tout comme on peut en croiser plein au quotidien. Vous avez vu par exemple dans une salle de classe, parfois il suffit que l'un
des élèves se mettent à bâiller pour qu'il y ait une sorte de chaîne de transmission, de contagion, et qu'on en ait 7 ou 8 qui bâillent dans la minute qui suit. Tout ça, c'est des comportements purement réflexes, instinctifs, mais donc qui vont souvent nous faire agir d'une manière qui n'est pas décidée, pas voulue. On sait tous, par exemple, qu'en classe, certaines heures sont plus difficiles. En fin de journée, certains se reconnaîtront. Certaines classes pâtissent particulièrement de ça. Le métabolisme n'est pas le même avant et après manger, l'attention non plus. Et donc, des fois, le rapport à un cours, à une matière, peut tout simplement être influencé de manière naturelle par des facteurs qui n'ont rien à voir avec quelque chose de voulu et de rationnel. Comme j'ai pris 2 exemples qui tous les deux finalement font référence à des femmes comme cobayes, j'en prends un dernier pour équilibrer un petit peu, où cette fois ce sont les hommes qui ont été testés pour que vous ne pensiez pas que les comportements instinctifs de ce type-là sont plus marqués chez les femmes. Un des autres tests, ce sera le dernier exemple que je prendrai pour illustrer ces comportements naturels instinctifs, qui avait été fait et qui est assez intéressant, cette fois sur un échantillon d'hommes, consistait à placer des centaines d'hommes dans des salles, un peu comme, imaginez une salle de classe géante, on place des centaines d'hommes assis à des tables devant 2 photos représentant des visages de femmes, et on leur demande de choisir, donc ils retournent tous la photo en même temps, on leur demande de choisir dans la seconde quasiment, sans aucun temps de réflexion, l'un des 2 visages. Alors l'effet de surprise est immense parce qu'en fait quand ils retournent la photo, les 2 photos placées devant eux, c'est la même femme, la même photo, le même visage. Donc ils sont troublés, on leur dit que néanmoins ils doivent poser leurs mains sur l'une des 2, et en fait ils choisissent tous la version parmi les 2 photos où on a changé avec un programme sur ordinateur un seul détail. En fait on a dilaté la taille des pupilles, et d'instinct les hommes choisissent la photo du visage où la pupille a été dilatée. Pourquoi? Parce que là aussi, nous avons en nous un programme commun à tous les autres mammifères, instinctif, que la nature a placé en nous, qui fait que le mâle est attiré par la femelle qui a les pupilles dilatées, parce que la pupille dilatée est un marqueur dans le monde de la nature, où le premier contact est oculaire, de fécondité et de disponibilité sexuelle. Donc le mâle a intérêt, avant de se battre et de risquer sa vie pour répandre ses gènes, a intérêt à savoir si la femelle en vaut la peine, si elle est apte à diffuser ses gènes, et pour ça il fallait quelque chose de très efficace qui indique si la femelle vaut la peine qu'on se batte éventuellement à mort pour elle, et donc c'est la taille de la pupille qui est dilatée. Alors j'en profite pour dire que justement, ici, on a un bon exemple du fait que les facteurs naturels peuvent parfois rentrer en conflit avec des facteurs culturels, puisque chez nous, les êtres humains, les choses sont plus compliquées. On n'est pas dans la savane en conditions diurnes avec une lumière solaire et autres. Souvent, on est en train de dîner à la lueur des bougies, par exemple, lors d'un dîner aux chandelles. Par la pénombre, la taille de la pupille va se dilater, et ce n'est pas forcément un marqueur de disponibilité sexuelle ni de fécondité au niveau du calendrier. On sait aussi que par les comportements humains, il y a tout un tas de comportements et par exemple, prise de substances, médicaments ou drogues, qui peuvent aussi dilater la taille de la pupille et qui n'ont rien là pour le coup de marqueur naturel non plus. Donc on sait aussi que sous le coup des émotions, la pupille peut être modifiée. Par exemple, quand vous êtes en colère, vous pouvez avoir ce regard un peu effrayant qui fait des toutes petites pupilles, un regard perçant qui peut donc avoir des facteurs psychologiques. À travers ces différents exemples, ce que j'ai illustré pour l'instant, c'est donc l'importance de tous ces facteurs qui, des fois, à notre insu, et sans même qu'on s'en rende compte et qu'on en ait pris conscience, donc on en reparlera dans le cours sur la liberté, nous font agir au quotidien. Mais évidemment, ce qui fait que nous ne sommes pas des animaux comme les autres et que les choses se complexifient, c'est que nous sommes aussi énormément constitués à travers, évidemment, l'éducation que nous avons reçue, de facteurs culturels acquis qui formatent un grand nombre de nos comportements et qui, évidemment, dès notre naissance, progressivement acquis, vont influencer énormément de nos comportements. J'ai pris cette image parce que c'est une scène qui m'avait marqué dans le film Titanic, la scène où Rose prend le thé avec sa mère et puis d'autres femmes de son milieu, très aristo, et où on voit une toute petite fille qui doit avoir 4 ans et qui déjà déplie sa serviette d'une manière très
très protocolaire, et puis soulève sa petite tasse de thé avec le petit doigt en l'air. Et c'était une image que j'avais trouvée assez fascinante du formatage de l'éducation, pour montrer comment finalement nous sommes influencés par notre environnement, parce que évidemment ça n'a rien de naturel, et ça a même quelque chose de l'extérieur, de potentiellement grotesque, de voir certains comportements que soi-même on n'a pas forcément. Et donc voilà, c'est parfait pour illustrer le fait que la société dans laquelle on vit, l'époque, la famille dans laquelle on a grandi, sont évidemment des vecteurs comportementaux, de codes culturels qui font que même s'il y a quelque chose en nous d'universel, comme on le disait hier, qui est de l'ordre de la nature, il y a aussi donc des facteurs qui sont très particuliers, qui sont très propres à des groupes, qui font que même au sein d'un groupe comme une classe, il peut y avoir des conflits de comportement, des incompréhensions, des agacements, parce que selon la culture dans laquelle on a été élevé, les parents qu'on a eus, le milieu dans lequel on a grandi, les codes comportementaux qu'on a acquis, on va plus ou moins bien comprendre et plus ou moins bien s'entendre avec d'autres personnes qui peuvent faire partie de notre société. Donc ce que nous venons de mettre en évidence, c'est qu'il y a en nous une interaction constante du naturel et du culturel. Un même bébé finalement peut devenir deux individus différents. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité biologique. Un même organisme naturel peut prendre en quelque sorte des chemins différents, comme si en nous, la partie naturelle, la nature était une sorte de socle, un socle commun, une base, mais qui en fait va évoluer même différemment en fonction de ce qu'elle va recevoir comme information culturelle. Et donc nous avons cette ambivalence très marquée. Quand j'étais adolescente, j'ai vu ce film qui n'a pas une valeur cinématographique extraordinaire, qui a néanmoins eu pas mal de succès, avec Christophe Lambert, qui relate la légende, alors là pour le coup un petit peu atemporelle, qui a donné le mythe de Tarzan, de la légende du comte de Greystock. Et donc on voit cet homme qui a été élevé, enfin non pas élevé, qui a grandi, qui a survécu au milieu d'une bande de singes après le naufrage en pleine nature de ses parents, qui a été recueilli en tant que bébé par des gorilles, qui est donc très développé au niveau de ses instincts naturels, et qui donc va être repêché, récupéré par la société puritaine britannique de l'époque, et qui va apprendre tous les comportements culturels acquis aristocrates, et qui, du coup, c'est ce qui, moi, m'avait fasciné et qui le rend très intéressant, va être en tension permanente entre des instincts très forts et puis des codes culturels qui lui permettent en particulier d'accéder à la femme qu'il aime, et régulièrement, à des occasions très, on va dire, ciblées, les instincts reprennent le dessus. Et en fait, il est une image de ce que nous vivons tous au quotidien, mais une image grossie à la loupe, une image décuplée. Et en nous, il y a en permanence ce combat, cette guerre que certains philosophes vont appeler intestine, c'est-à-dire intérieure, entre des instincts qui reviennent sans cesse et qu'on ne peut pas éliminer puisqu'ils sont d'ordre naturel, et puis des comportements culturels que nous avons laborieusement acquis, souvent à coup de punition, de formatage, et qui rentrent en conflit et qui vont singulièrement nous compliquer la vie, et en même temps rendre passionnante la vie des hommes par le dépassement permanent de ce qui est purement naturel. Alors comme je vous disais, un même bébé du coup peut devenir deux individus différents. Ici il y a un autre film qui doit être connu de quelques-uns d'entre vous, qui commence à dater, mais qui est devenu une référence même pour les copies. La vie est un long fleuve tranquille, titre qui en même temps a une dimension proverbiale, où on voit justement deux familles complètement différentes sur le plan des codes comportementaux culturels. Une, vous voyez ici, très catho, même un peu prout-prout, et puis l'autre très populaire, avec donc un côté très beauf. Et les bébés intervertis à la naissance lors d'une erreur médicale, on apprend qu'elle était volontaire dans la maternité, vont ensuite être
rééchanger lorsque les enfants grandissent, ont acquis les codes comportementaux autour de leurs 12 ans, et on voit ce que donnent justement ces organismes plongés dans des milieux, et est-ce que c'est récupérable, est-ce qu'il y a une adaptation possible. Alors le scénario étant génial, le film a connu un grand succès, il avait pas mal d'humour, il a un peu vieilli maintenant, mais il peut nous amener à nous demander nous-mêmes qu'est-ce que nous aurions été, qu'est-ce que nous aurions donné et qui serions-nous si nous avions grandi chez les voisins plutôt que chez nous, avec d'autres parents. Et alors imaginez, non pas seulement chez les voisins, mais dans le pays voisin ou sur le continent voisin, si nous avions grandi à une autre époque, finalement nous serions certainement une autre personne. Le simple fait d'avoir grandi chez les voisins, certainement, ferait de nous, même sur le plan physique, quelqu'un d'autre, puisqu'on aurait reçu une autre alimentation, d'autres manières, certainement, de nous couper les cheveux, de nous habiller, de manger. Nous aurions fait d'autres sports, nous aurions peut-être eu d'autres maladies, et du coup, nous serions à la fois le même et pas le même, parce que justement, nous avons cette double nature. Alors évidemment, beaucoup de nos comportements sont acquis. Pour illustrer la puissance du culturel en nous, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui de la délinquance dans les cités comme celle du 93, où elle explose en termes de statistiques. Tout comme je disais qu'il n'y a pas de fatalité biologique, il n'y a pas non plus de fatalité culturelle, mais il y a une forte probabilité à développer des comportements quand on est dans certains contextes, environnements. Par exemple, on sait que dans les banlieues difficiles, statistiquement, les jeunes vont être prédisposés socialement à commettre des actes de délinquance de manière exponentielle par rapport, par exemple, statistiquement, au taux qu'on va trouver dans les centres-villes plus bourgeois. Ici, il va y avoir des probabilités jusqu'à 30% d'avoir une première mise garde à vue avant la majorité, d'avoir affaire au service de police, de finir en prison, qui vont tomber à moins de 1% dans les centres-villes urbains bourgeois. Un autre exemple qu'on peut prendre pour illustrer la force de l'impact de l'environnement, c'est la fréquentation des musées. On en reparlera dans le cours sur l'art. La fréquentation du musée dépend complètement du niveau d'instruction. À ce moment-là, je vous expliquerai comment, avec un sociologue qui s'appelle Bourdieu, qui est l'auteur d'un essai que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle « L'amour de l'art », on comprend à quel point l'amour de l'art n'est pas inné, est quelque chose qui se construit, qui finalement est le fruit souvent d'une lente imprégnation du milieu culturel, et que la fréquentation du musée finalement est totalement dépendante de l'effet du milieu et de l'éducation. Donc, à travers ces exemples, je crois avoir assez largement montré ce qui donc aujourd'hui est à retenir de notre parcours, que nous sommes des êtres d'une grande ambivalence. Et j'ai rappelé ici le nom d'un philosophe que nous avons croisé en cours, Schopenhauer. Et si tout va bien, vous allez formuler dans votre tête, en même temps que moi je vais formuler pour clore la séance, cette définition de nous-mêmes donnée par Schopenhauer, qui ici prend tout son sens, toute son ambivalence et sa force. L'homme est un animal métaphysique. Alors dans le cours suivant, qui traitera de la conscience, on va beaucoup développer justement la spécificité humaine, à quel point justement nous ne sommes pas des simples animaux comme les autres. En attendant, on garde bien en tête le fait que la nature joue beaucoup en nous, et donc demain, lors de la prochaine séance, je vais vous inviter à un parcours qui va nous montrer comment nous passons de la nature à la culture. Demain, donc, nous allons retrouver Robinson Crusoe, nous allons parler des enfants placards, de l'hospitalisme, de tout un tas d'expériences qui ont pu être menées sur l'impact de la société, d'autrui. On parlera aussi pas mal de la société de consommation, et nous essaierons de décrypter comment s'opère en nous ce passage de données purement naturelles à des données culturelles, et comment ça peut nous intéresser philosophiquement. Voilà, donc il me reste à vous dire au revoir, à demain, bonne fin de journée à tous.